Est-ce que vous avez commencé à la faire? De quoi, la fête? Non, alors là, visiblement ça risque d'être compliqué. Mais votre liste, enfin celle de vos concurrents, pas la liste au Père Noël potentielle pour la mairie de Nîmes, on connaissait Julien Plantier, mais maintenant il y a Sophie Roule. Mais franchement, on est à Noël, on va être bientôt dans la période des vœux. Moi, j'aimerais avoir un vœu. Nous sommes en 2021. Les élections 2026. C'est marrant cette manie que vous avez tous, et c'est que dès qu'une élection est passée, vous pensez déjà à la suivante. Vous pensez que c'est les journalistes ou les élus qui y pensent? En tout cas, moi, j'y pense pas. Ah bon? J'y pense pas. Moi, les yeux dans les yeux. Non, mais les yeux dans les yeux, Coralie. Le nez va s'allonger. Et Dieu sait si vous avez de jolis yeux parce que vous n'avez pas vos lunettes ce soir. Mais ceci étant, je peux vous dire que aujourd'hui, je suis plus préoccupé par les dossiers qui sont importants pour mon territoire. Mais franchement, 2026, la politique fiction, effectivement, j'ai vu, et c'est l'année des femmes, donc ça tombe bien. Sophie Roule, candidat de fraîcheur, mais il y en a d'autres. Franck Proust? Non, mais attendez, mais c'est même pas le sujet. Mais aujourd'hui, ça un petit peu quand même. 2026. Vous vous souvenez, moi je vous ai dit, il y a la vie politique et pas un long fleuve tranquille. Ah ben non. J'ai défilé avec le maire de Nîmes le 14 juillet 2017. 3 jours après, il y avait un problème. J'étais maire par intérim. Demain, vous aimez le rappeler que vous avez été maire par intérim. Le sujet, c'est que vous ne pouvez pas faire de la politique fiction et puis ça n'intéresse pas les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est le développement de notre économie, c'est comment les restaurateurs vont résister à la crise. Est-ce qu'on va avoir la troisième voie? Est-ce qu'on développe notre aéroport? Est-ce qu'on va avoir en tout cas, en politique, Monsieur Proust, il faut toujours avoir un peu de nez. Est-ce que Julien Plantier en a eu en se ralliant dès le départ à votre candidate aujourd'hui à la présidentielle, Valérie Pécresse? Ah bah oui. Il est bon politiquement. C'est pas mal vu, oui, tout à fait. Prometteur. D'accord. Bon alors, du coup, avant de penser à la mairie, vous l'avez rappelé, il va falloir travailler un peu à l'agglo. Parlons de cette troisième voie, puisque le vice-président chargé des transports, Jean-Luc Gibelin, qui était à votre place mercredi, a dit que cette troisième voie allait coûter très cher, notamment 50 millions d'euros d'investissement, un montant que vous contestez. Je suis un peu surpris. J'ai vu Jean-Luc Gibelin comme vous, bien entendu. Je vais, comme on est à Noël, je vais me faire un petit plaisir. Vous n'êtes pas venu seul. Cette réunion, il y avait tous les élus, toutes couleurs confondues, c'était la troisième voie. Je ne sais pas si on la voit bien. C'était la photo lors de la manifestation pour la troisième voie. La personne qui est juste à côté de moi pour demander la troisième voie, qui c'est? Alors Jean-Luc Gibelin. Voilà. Donc, moi, j'aimerais comprendre à un moment donné. Bon, en plus, c'est quand même... vous voyez, c'est ce genre de dossier où je ne comprends pas qu'on s'épuise des heures et des heures, des années et des mois pour expliquer l'inexplicable. La troisième voie, elle est fondamentale. Oui, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors combien elle coûte cette troisième voie? C'est même pas ça. Il y a 14,35 millions d'euros qui existent dans une enveloppe qui appartient à tout le monde. Parce qu'il faut juste rappeler pour les gens qui nous regardent, il y a eu des économies cette faites sur la enveloppe, c'est l'argent qui reste, après que cette troisième voie, la gare et le contournement a été construit. Et on était tous autour de la table en 2017 à 13 millions d'euros. Mais quand on parle de troisième voie, elle existe déjà. C'est simplement un raccordement de cette troisième voie. Parce que aujourd'hui, c'est ni Jean-Paul Fournier ni Franck Proust qui a décidé de l'implantation de la gare. Oui, mais qui va payer? À hauteur de combien? C'est ça la question aujourd'hui. Les gens qui prennent le TGV à Manduel, ils veulent le savoir. Mais j'allais même dire, sur cette problématique-là, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de volonté politique. On peut trouver. C'est pas une question d'argent pour vous si c'est la région qui paye. Si c'est Nîmes Métropole qui paye, ça sera un vrai problème pour vous. 14,35. Mais il vous dit 50 millions d'euros. Non mais attendez. Est-ce que c'est farfelu? Mais dites-nous ce soir, est-ce que c'est farfelu? Mais j'aimerais qu'on fasse ces calculs. Je vais vous le dire. 2 à 3 millions de fonctionnement par an, 18 millions d'euros pour l'achat de véhicules roulants et 30 millions d'euros pour la création de cette troisième voie. Mais c'est là où, je veux dire, c'est complètement aberrant. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'il les donne au dernier copil en préfecture, puisqu'il était là. Il était en vision, mais il était là. Je dis très clairement que la troisième voie, le raccordement, c'est 13 millions d'euros de travaux. Le fonctionnement, 1,3. C'est pas moi qui ai donné les chiffres, c'est la région. 1,3. Excusez-moi, j'ai regardé aujourd'hui le budget de la région sur les transports, c'est, il me semble, 900 millions, je crois, quelque chose comme ça. Et on parle de pacte vert. Est-ce que vous avez le sentiment que M. Gibelin, qui se fait peut-être la voix de la région, il n'y croit pas à cette gare, donc il n'a peut-être pas envie de faire d'efforts. Non mais c'est pas la voix de la région. Moi j'ai vu Carole Delga par 3 fois qui m'a dit en face, oui. Alors j'ai bien entendu Jean-Luc Gibelin dit, moi je suis vice-président, je porte la parole de la région. Mais moi j'ai tendance à croire la présidente de région. Je dis qu'aujourd'hui, les 13 millions pour l'investissement, ils sont là. Qu'est-ce que vous dites à Gibelin ce soir, à Jean-Luc Gibelin? Qu'est-ce que vous lui dites? Le 1,2 million, est-ce que c'est aujourd'hui un véritable enjeu
de financement. Quand on regarde le budget de la région, c'est rien. Et il faut profiter justement de cette étude que j'ai demandée. Est-ce que c'est, par exemple, simplement qui sera réalisé en 2022. Voilà. Est-ce que c'est un terminus? Est-ce qu'on utilise cette navette comme un mode de transport collectif qui pourrait, in fine, partir de Saint-Césaire? Mais ce soir, vous dites à Jean-Luc Gibelin, vous allez le faire. On avance, Coralie, parce que Coralie, le pacte rapidement, vert, c'est quand même important. On ne peut pas faire de l'innovation là. Il y a des trains à batterie sans chauffeur. Regardez Orlyval, on n'est pas obligé de faire du matériel roulant traditionnel. Allez, du coup, on parle de la gare. On est forcément obligé de dire un mot sur Magna Porta, la zone d'activité économique autour de la gare. Visiblement, pour l'heure, le projet sera revu à la baisse, passant de 160 hectares à 60 hectares. Très concrètement, où en êtes-vous de ce projet en termes d'aménagement de terrain pour les entreprises et aussi quel sera l'avenir du Mas-Larrier? Non mais il n'est pas revu à la baisse le projet. C'est que je suis obligé de phaser. Je reprends un projet à zéro avec des conditions aujourd'hui environnementales, et vous en avez parlé l'autre jour, qui sont de plus en plus draconiennes. Et donc je préfère phaser. Je vais lancer effectivement 40 à 60 hectares. Il faut que je trouve 120 hectares de compensation. Ça ne se trouve pas comme ça. Donc on va travailler avec la Chambre d'agriculture, avec la SAFER, avec la préfecture aussi, parce qu'on regarde le périmètre de compensation, et c'est là où il y a un véritable enjeu. Quand est-ce que les premières entreprises pourront s'installer? La première entreprise, je vais vous le dire, aujourd'hui le calendrier, c'est au mieux, la première pierre, je parle, si tout va bien, 2026. D'accord. Donc, je vais communiquer... Dans quelques années. Non, attendez, je vais communiquer très clairement, parce que je ne vais pas passer l'ensemble de mes conseils communautaires à m'expliquer, à me justifier. Moi, je pars du principe qu'avoir cette surface autour d'une infrastructure, parce qu'on n'oublie pas que la gare, c'est quand même un outil d'aménagement du territoire. C'est une chance unique pour le Gard. Ça mettra le temps qu'il faut, mais il faut exploiter, mobiliser nos énergies et nos moyens pour faire en sorte que ce soit une surface dédiée à l'économie, au tourisme. La vocation sur ce mandat, c'est de passer d'un trafic subi à un trafic Alors ça, choisi. c'est le constat. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va modifier le réseau avec la construction de la T2. Bien entendu, il va falloir que la connexion se fasse au mieux. Il faut que j'arrive à desservir avec la mixité transport doux et transport collectif les plateformes multimodales comme j'ai à Saint-Géniès et à Générac pour rabattre sur les gares. Parce que, par exemple, l'Esguindoninck, où il n'y a quasiment aucun service, on ne va pas mettre un bus où il n'y aurait personne. Donc on va travailler sur des navettes électriques, on va travailler sur des pistes cyclables qui vont ramener la clientèle sur la plateforme multimodale, parce que de Saint-Géniès à Nîmes-Centre, c'est 11 minutes. De même qu'à Générac à Nîmes-Centre, c'est 11 minutes. Donc il faut travailler, intelligemment, de manière à ce que le réseau de transport corresponde à l'attente de nos concitoyens. On va parler de l'aéroport dans quelques instants. Je vais donner la parole aux sociétaires, mais je voulais vous dire que Vincent Bouget regarde cette émission et il vous interpelle. Il dit, par pitié, c'est Noël, parlez à Franck Proust d'un sujet qui est bien mené enfin. Oh bah, écoutez, je pense qu'il est bien mené. Je suis un petit peu à la recherche du temps perdu, comme dirait Marcel Proust. Mais sur Magna Porta, s'il n'a pas compris qu'avoir 160 hectares autour d'une gare TGV, ce n'est pas un atout, écoutez, chacun a sa vision. Mais en tout cas, même s'il faut 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, quand on fait de la politique, on n'est pas là pour gérer à court terme. Il faut avoir une vision à court, moyen et long terme. Mais c'est peut-être pas vous qui allez couper les rubans, du coup. Mais peut-être. Et alors, c'est le problème. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est, quand ce mandat sera terminé, eh bien, que, je vais dire, c'est un peu comme le NPNRU ce matin, il y avait un journaliste qui disait « Et si le gouvernement change au mois d'avril, est-ce que les enveloppes seront coupées ?» Non, il y a une continuité. Moi, le but, c'est de mettre en place une politique qui va permettre des concrétisations et de développer l'économie et le tourisme qui sont quand même deux piliers fondamentaux. Votre question à Franck Proust, et on va demander à notre invité de faire des réponses un peu plus courtes. On va essayer. Alors, monsieur Proust, une question politique, vous ne serez pas surpris? Non, ben non, venant de vous, non. Donc, la primaire des Républicaines vient de se terminer. Elle s'est bien passée. On a eu droit à quelques surenchères de radicalité sur les questions d'immigration, de sécurité, de justice, qui nous ont fait penser parfois à quelques glissements sur des thématiques qui sont plus proches de celles qu'on entend dans la bouche du Rassemblement national ou de M. Zemmour. Éric Ciotti a été un peu le porteur de cette course à l'échalote. Il a fait 40% des voix au deuxième tour. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui chez les Républicains? Complètement. Complètement. On nous donnait moribond il y a encore 4 semaines. Aujourd'hui, on est présent au second tour. Même il y a des sondages qui donnent Valérie Pécresse gagnante face à Emmanuel Macron. Je suis très à l'aise. Et je veux dire, on n'a pas de leçon à recevoir de personne, puisqu'on a démontré dans ce département
qu'on savait ne pas franchir les lignes rouges. Et que ceux qui franchissaient les lignes rouges, on savait également s'en séparer, ce qui n'est pas forcément le cas à gauche. Votre question, Corentin. Alors moi, c'est une question typiquement locale. Elle est liée à l'aéroport, qui est un sujet en tant que jeune qui m'intéresse énormément. On a vu qu'il y avait l'opposition qui continue depuis des années entre l'aéroport de Montpellier et l'aéroport de Nîmes-Garon. Je sais que vous êtes très attaché au développement de cet aéroport de Nîmes-Garon et au maintien des vols commerciaux. Moi, je me posais la question de savoir pourquoi Nîmes ne se spécialisait pas sur ces lignes en direction des pays du Nord et de l'Est notamment, qui sont très peu desservis sur le sud de la France et qui pourraient permettre à Nîmes d'être en complémentarité avec les autres aéroports du territoire. Vu que vous avez vu Ryanair il y a quelque temps, peut-être que vous avez des infos à nous donner. Oui, mais Corentin, je ne défends pas pour défendre. Simplement, cet aéroport, c'est la partie grand public, c'est la création de plus de 900 emplois en équivalent temps plein. C'est 31 millions d'euros de recettes induites, dont 24 consommées en Occitanie. Et donc, effectivement, j'ai deux stratégies sur cet aéroport, à la fois le maintien des lignes et le développement des lignes grand public, mais également la partie centre d'expertise européen avec toute la filière industrielle liée à la sécurité civile. Alors, effectivement, j'ai rencontré un certain nombre de compagnies. On est en train de travailler et il faut, comme je l'ai dit à Michael Delafosse et à Gilles Détor qui gère aussi l'aéroport de Béziers, plutôt que d'être concurrent, on doit travailler en termes de complémentarité. Ça vous a agacé, hein? Ça vous a agacé la sortie du préfet de l'Hérault? Bien sûr. Mais d'abord, je ne savais pas que un préfet faisait de la politique. Quand il a dit mais arrêtons de saupoudrer. Pour le politique, il est là pour appliquer les décisions de l'État. Après, quand il me dit je suis obligé de partir à 16h30, je peux lui conseiller de regarder les fiches horaires d'Air France, de prendre le 22h à Charles de Gaulle ou de prendre le train, le TGV de 19h52 gare de Lyon. Mais en quoi le fait de fermer Nîmes et Béziers permettrait au préfet de l'Hérault d'arriver plutôt de Paris? Je veux dire, jusqu'à présent, je n'ai pas de ligne, moi, qui desservent l'aéroport de Nîmes. Donc, je ne comprends pas ces sorties qui sont contre-productives. Quand j'étais parlementaire européen, j'ai défendu les aéroports régionaux, contre la Commission d'ailleurs à l'époque, et j'avais emporté parce que c'est pas un équilibre comptable qu'on cherche un aéroport, c'est un équipement structurant du territoire. Il faut regarder la notion de recette induite. Et donc, tant que je serai à la présidence... Et c'est surtout, excusez-moi je vous coupe, c'est surtout déficitaire parce que vous nous l'avez dit, une ligne c'est entre 300 à 400 000 euros. Et si vous voulez desservir l'Italie, l'Espagne, il va falloir mettre de l'argent et peut-être aussi en demander à la région. Oui, mais je préfère le mettre dans mon aéroport parce qu'un euro investi c'est 40 euros de retombée économique, de faire une campagne dans le métro parisien avec un retour hypothétique. Il faut le trouver cet argent. Deux dernières questions, Coralie, très très vite s'il vous plaît. Et du coup, transition est faite parce qu'on parle de grands projets, on parle de l'aéroport, on parle de Magna Porta, mais à un moment donné, l'agglo est fortement endettée, même si ce n'est pas de votre fait totalement. Le maire de Saint-Gilles, qui était aussi là hier sur notre plateau, nous a dit qu'il fallait aller plus loin en matière de désendettement. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa position? Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que d'un côté, on ne peut pas désendetter et investir pour Magna Porta et l'aéroport. Écoutez, on était passé de 2014 de 180 à 577 millions d'emprunts. Je suis redescendu de 15,8 années de remboursement d'emprunts à en dessous de 12, ce qui était quand même la limite légale définie par l'État. On est à 11,4. Je vais, comme j'ai fait à l'Arche de la Défense vendredi dernier, chercher des fonds à l'État, à l'Europe, pour essayer de diminuer cette dette. Je diminue également mes coûts de fonctionnement pour privilégier l'investissement. Ouais. Et là où je dis que peut-être qu'Elie a une vision un peu pessimiste, c'est que 80% de mes emprunts aujourd'hui ont des taux fixes. Oui. 10% sont basés sur les taux du livret A, qui sont pas exponentiels. Il me reste 10% qui sont sur des taux variables et donc corrélés à l'inflation. Vous nous dites que la dette, elle est à peu près sécurisée. Voilà. Ma dernière question, et promis, c'est la toute dernière, Abdel. Est-ce que vous pensez pouvoir encore augmenter les taxes pendant ce mandat ou ça suffit parce que vous l'avez fait l'année dernière? Est-ce que vous l'interdisez ou pas d'augmenter les taxes? Mais écoutez, j'ai démontré que je n'avais pas augmenté la taxe GEMAPI cette année. Oui, mais vous l'avez créé il y a un an, vous avez augmenté à terme il y a un an. Ma question, elle est simple. Est-ce que vous interdisez, oui ou non, d'augmenter les taxes pour la fin du mandat? C'est en fonction de la situation. Quand je dois aider, quand j'ai par exemple des recettes en moins, et j'ai une obligation légale, c'est d'équilibrer mes budgets, que ce soit sur l'eau, sur les ordures ménagères. On sait très bien que les ordures ménagères, vous avez fait d'ailleurs un dossier, vont coûter beaucoup plus cher demain. J'ai une question d'équilibre. Mais par contre, je ferai tout pour ne pas les augmenter, parce qu'aujourd'hui, on est quand même très nettement surfiscalisé sur cette agglomération. Donc, bien entendu, mais je ne vais pas vous dire oui aujourd'hui. La GEMAPI, heureusement que je l'ai fait.
Parce que demain, si je touche les 58 millions de l'État que j'ai défendu vendredi dernier, c'est parce que j'ai mis une taxe Gemapi. Alors oui, la protection des biens et des personnes est une priorité, et je pense que les gens ne refusent pas de payer une taxe, mais simplement ils veulent voir où va l'argent.